Ok, nous allons commencer. Alors, bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par Digital Frontier Institute. Nous sommes très ravis de vous avoir encore avec nous cet après-midi pour une thématique très spéciale sur le thème marketing des services financiers digitaux, conquérir, engager et fidéliser le client connecté. En général, nous avons l'habitude d'organiser des webinaires, des débats. Donc aujourd'hui, ce webinaire prendra un format assez particulier puisqu'il s'agira plutôt d'une masterclass. Donc nous aurons un participant, donc nous aurons un panéliste, pardon, qui nous fera une présentation après laquelle, chers participants, vous aurez la possibilité de pouvoir poser vos questions. Alors, le thème d'aujourd'hui, comme je l'introduisais tout à l'heure, marketing des services financiers digitaux, conquérir, engager et fidéliser le client connecté. Euh, Au terme de ce webinaire, vous aurez la possibilité, en fait, c'est un webinaire qui vous permettra de mieux comprendre les nouveaux comportements des clients digitaux, donc des clients des services financiers, donc qui sont mis à disposition désormais via des voies digitales. Donc, cette masterclass vous permettra également de pouvoir optimiser le parcours utilisateur et l'expérience client, toujours en passant par les mêmes canaux. Et elle vous permettra également de pouvoir concevoir des stratégies d'acquisition, d'engagement et de fidélisation performantes. Alors, pour animer cette masterclass, nous avons le plaisir de recevoir cet après-midi un cadre de banque, donc du nom de Oumarou Sana. Donc, il est basé au Burkina Faso, donc il est burkinabé, il vient du pays des hommes intègres. Donc, c'est quelqu'un qui a travaillé dans deux grands groupes bancaires au Burkina Faso, donc pour ne pas les citer, la Bank of Africa, où il a travaillé en tant que chargé, chargé de marketing et de communication, chargé de marketing digital, pardon. Et puis très récemment, il a rejoint l'équipe marketing et communication du groupe Coris Bank International. Donc, Oumarou Sana est titulaire d'un master en stratégie, innovation et conseil. Et il est également titulaire de plusieurs certifications dans le domaine des fintech, de la supervision des services financiers numériques et de la transformation digitale. Donc, c'est quelqu'un qui conçoit et pilote des stratégies innovantes pour renforcer l'adoption des services financiers dans le domaine bancaire. Donc, ce qui sera fait aujourd'hui au cours de cette masterclass, nous allons laisser le présentateur dérouler, dérouler en fait ces slides, nous présenter un tout petit peu, développer un peu cette thématique pendant environ une trentaine de minutes. Après, après ces 30 minutes, j'aurai quelques questions que je poserai à notre cher intervenant. Avant maintenant, chers participants, de vous laisser la parole pour pouvoir interagir directement. Donc, si vous souhaitez interagir, il suffirait tout simplement soit de poser vos questions via le chat box ou bien de lever la main et je me ferai le plaisir d'activer votre micro afin que vous puissiez poser votre question en direct. Je voudrais rappeler à l'attention de nos chers participants que cette masterclass sera enregistrée. Elle sera publiée sur le site Digital Frontier Institute et également sur YouTube. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à notre éminent speaker, à notre éminent intervenant, pour nous présenter un tout petit peu cette thématique, nous la décortiquer, que nous puissions mieux comprendre ce qu'il y a derrière le marketing digital, surtout le marketing digital des services financiers numériques. Oumarou, je vous laisse la parole, s'il vous plaît. Vous pouvez passer, Oumarou, vous pouvez passer en mode plein écran. Voilà, c'est parfait. Vous avez la parole. Merci. Oumarou, votre micro est fermé. C'est bon maintenant, on vous entend. Alors, merci, Monsieur Lokossi. Merci de m'avoir sollicité pour
échanger autour de cette thématique de marketing des services financiers digitaux, conquérir, engager et fidéliser le client connecté. Bienvenue à nos différents participants. Merci. Je pense qu'on va commencer. En premier, j'aimerais qu'on revienne sur un certain nombre de chiffres euh, des services financiers numériques. Euh, Désolé, donnez-moi un instant. Voilà. Et donc, on va ensemble parcourir quelques chiffres pour qu'on ait une idée de l'adoption des services financiers numériques dans notre sous-région, en Afrique subsaharienne précisément. Et donc, à fin 2023, nous avions environ 44% des habitants d'Afrique subsaharienne et qui étaient abonnés à un service de téléphonie mobile, ce qui représentait 527 millions d'abonnés et un taux de pénétration de l'Internet mobile de 27% à fin 2023. Euh, voilà. Et donc, également au niveau de la technologie de la 4G, il est prévu selon le rapport sur l'économie numérique du GSMA, voilà, 2023, que la technologie 4G atteindrait 50% d'ici la fin de la décennie, c'est-à-dire 2030. Voilà, sera la technologie dominante. Sinon, actuellement, la technologie de connectivité mobile qui domine, c'est la 3G. Et d'ici 2027, la 4G prendra le pas sur la 5G. Donc, c'est dire à quel point les technologies sont en train d'occuper la vie dans cette partie de l'Afrique et à quel point il est intéressant pour les entreprises de saisir ces opportunités, voilà, pour digitaliser leurs produits, digitaliser leurs process. Donc, au niveau de la CEDEAO, nous avons déjà une pénétration en 2023 de 48% voilà, des abonnés de la téléphonie. Et en 2030, ce chiffre-là va passer à 57% et un taux de pénétration des smartphones de 54% en 2023, qui passera à 83% en 2030. Donc, ce sont là des opportunités qui s'offrent aux différents acteurs de l'écosystème numérique, que ce soit les banques, les telcos, les fintech, les sociétés d'assurance, mais vraiment des acteurs de tous ordres qui ont la possibilité voilà, de toucher désormais des clients qui autrefois étaient laissés sur le pas de l'apport de la digitalisation. Et donc, cette opportunité que présente l'environnement digitalisé va conduire à la naissance de plusieurs services financiers numériques. Et pour notre cas, on en a plusieurs. On a les services de mobile money, de mobile banking, des services digitaux dans les dans les assurances. Nous avons les fintech, voilà, de façon générale. Et donc, pour notre cas aujourd'hui, nous allons nous atteler sur deux types de services, le mobile money et le mobile banking. Et donc, avant de poursuivre, on va voir quelles sont les différences, où est-ce que ces deux types de services-là se rejoignent, où est-ce qu'on a une différence non seulement dans les processus, mais aussi dans les clients adressés à travers ces technologies-là. Donc, pour ce qui concerne le concept, le mobile money s'adresse à une catégorie de clientèle sous-bancarisée, sinon non bancarisée, et qui, contrairement à la banque, au mobile banking qui s'intéresse à des clients qui ont déjà des comptes dans des banques traditionnelles. Donc, pour ce qui est des prérequis, au niveau de la banque et du mobile banking, il faut d'abord avoir un compte bancaire dans un établissement bancaire pour pouvoir profiter de ce service-là. Et au niveau du mobile money, il suffit juste d'avoir un téléphone portable, même basique, voilà, pour pouvoir accéder
à cette technologie, à ces services-là à travers la technologie de l'USSD, du SMS ou par extension d'applications mobiles, mais qui n'est pas forcément obligatoire, contrairement au niveau de la banque où la technologie doit forcément tourner sur application mobile ou sur une plateforme web, ce qu'on appelle l'Internet banking. Et donc, au niveau de la fonction, des fonctions principales de ces services-là, euh, on a le transfert en particulier pour le mobile money, le paiement de factures. Vous avez euh, l'achat de crédits de télécommunications, les dépôts retraits dans les agences de mobile money. Et pour ce qui concerne le mobile banking, vous avez les virements, les consultations de soldes, voilà, les paiements de factures, les dépôts dans des comptes épargne. Et puis, on a plusieurs autres services qui tournent autour voilà, du mobile banking. Donc, euh, dans le cas du mobile money, c'est un wallet, voilà, un porte-monnaie électronique hébergé par un opérateur telco, un opérateur de télécommunication euh, au départ. Mais de plus en plus, on a d'autres acteurs qui euh, ne sont pas des acteurs de télécommunication, mais qui proposent des services de mobile money. Donc, au niveau du mobile banking, on a un compte bancaire traditionnel, compte courant ou compte épargne, ou bien compte titre ou compte d'investissement. Voilà. Au niveau de la régulation, pour les services de mobile money, vous avez deux types de régulateurs. Vous avez les régulateurs telco, qui sont généralement représentés au niveau national, qui ont au Burkina, on a l'ARCEP, en Côte d'Ivoire, on a l'ARTCI. Voilà, les, les technologies mobiles ou bien le mobile money est doublement réglé par les régulateurs nationaux, mais aussi par, le, par la Banque centrale, voilà, au regard de l'activité financière auquel il s'intéresse désormais. Et au niveau de la banque, euh, il n'y a qu'un seul régulateur, et ce régulateur, c'est la Banque centrale. Voilà. Et comme cas d'exemple voilà, de service de mobile money, on en a plein. Vous avez M-Pesa, bon, qui est le précurseur du mobile money en Afrique. Et donc, pour ne pas faire de publicité, je préfère m'arrêter là au niveau du mobile banking. Vous avez des applications mobiles dans les banques, dans les assurances, dans les sociétés dans les sociétés de gestion et d'intermédiation. Donc, cet environnement digitalisé propice à l'éclosion de services financiers numériques et a aussi été favorisé par l'adoption, voilà, par des générations qui se sont succédées, des générations qui ont eu des rapports aux technologies numériques. Et ici, j'ai fait une petite segmentation générationnelle. Vous avez d'abord la génération silencieuse, entre 28 et 45. Bon, eux n'ont pas connu les technologies numériques. Vous avez les baby boomers, voilà, entre 46 et 64. Eux non plus n'ont pas connu de technologie. La génération X de 65 à 80, et c'est là que commence vraiment la pénétration d'Internet, voilà, surtout dans des pays, dans les pays du Nord, voilà, Europe, États-Unis, Canada. Et donc, ensuite, vous avez les millennials, de 81 à 96, génération Y, et c'est à partir de cette étape-là que on a l'introduction des technologies numériques dans les pays du Sud, c'est-à-dire dans des pays d'Afrique et d'Asie et d'Amérique latine. Donc, après, on a la génération alpha, voilà, autrement appelée une génération qui est née avec un smartphone à la main. Donc, pour cette catégorie-là, je pense qu'une approche différente doit être trouvée, sinon anticipée par les sociétés qui promeuvent les services financiers numériques. Mais j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur cette segmentation-là, cette grille, parce que c'est une grille qu'on voit généralement dans les analyses, dans certains rapports, mais
il peut être assez bancal si on la rapporte à un contexte africain ou à un contexte des pays du Sud. Parce que ce cheminement-là est un cheminement qu'on retrouve beaucoup dans les pays du Nord. Mais au niveau africain, par exemple, on n'a pas connu les technologies de la même façon. C'est-à-dire, on n'a pas connu le cheminement ordinateur fixe dans les ménages, euh, téléphone simple et après smartphone. Il y a eu une évolution différente. En Afrique, on est plutôt passé directement à la téléphonie mobile, au téléphone, au feature phone, tout simplement. Et M-Pesa qui a créé le premier service de mobile money et on est passé par la suite au smartphone, surtout à l'avantage des technologies de téléphonie mobile chinoise, voilà qu'on a appelé chinoiserie ou Shintok. Donc, ça a été vraiment une démocratisation du téléphone portable euh, au niveau à partir de cette époque-là, de la génération Z à la génération Alpha. Et donc, ces générations, pour pouvoir les adresser, il faut comprendre quel est le changement que les technologies ont induit dans leur manière de consommer désormais, ou bien leur manière d'accéder à l'information financière. Nous avons trois types de profils, voilà, pour ces catégories de population-là. On a les profils autonomes. Eux, ce sont des personnes qui maîtrisent tellement les technologies financières qu'ils préfèrent eux-mêmes, voilà, faire leur service, se connecter eux-mêmes. Voilà, mais ils sont exigeants pour ce qui concerne la qualité des services financiers. Ils sont plutôt pour une interface intuitive, voilà, avec peu d'intervention humaine. Et ils aiment comparer généralement les services financiers dans des forums, des avis clients avant de se décider à les utiliser. Euh, ils valorisent beaucoup plus la rapidité des services, voilà, le self-service, une certaine autonomie dans l'utilisation. Et en deuxième lieu, nous avons le profil des clients mobiles, voilà, ultra mobiles. Ils sont beaucoup plus smartphone ou bien feature phone selon le service. Et ils utilisent les smartphones comme principal outil. Voilà, ils aiment avoir accès à leur compte bancaire, faire leurs consultations ou bien faire leurs transferts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà, ces gens-là n'aiment pas qu'on leur dise que aujourd'hui, l'agence bancaire est fermée parce que bon, c'est comme ça qu'ils fonctionnent et c'est comme ça qu'ils ont été formatés. Donc, il faut faire avec. Et ils aiment également des technologies qui leur facilitent la vie, comme le QR code, voilà, dans les mobile money ou bien des applications sociales. Donc, un troisième et dernier profil qu'on a, c'est le profil volatile. Donc, ici, on a un client qui a une faible fidélité, voilà, parce qu'il a accès non seulement à plusieurs types de services, mais à des coûts assez réduits. Euh, excusez-moi. Et donc, ce client-là peut changer rapidement de banque ou bien changer rapidement de service mobile money. C'est pas qu'il quitte et qu'il part ailleurs, mais il peut avoir tous ces services-là à la fois, mais décide de privilégier un service en particulier dans ses besoins financiers. Donc, pour ces catégories de clients ou ces catégories de consommateurs, on a un changement que euh, le digital a induit. Il y a eu une transformation des interactions. Donc, le numérique va modifier la façon dont les clients interagissent avec les institutions financières. On ne va pas forcément venir en agence. On a également la possibilité d'aller vers les plateformes sociales, et vers les applications mobiles pour entrer en interaction avec sa banque. Voilà, donc les clients attendent beaucoup plus de réponses spontanées, accessibles via mobile et aux réseaux sociaux.
Et le client, et ce client informé-là oblige les entreprises à revoir leur process et leur approche relationnelle, digitaliser beaucoup plus de processus dans l'entreprise qui autrefois était géré entièrement en présentiel ou par une intervention humaine. Donc, on va faire en sorte que de plus en plus de processus soient digitalisés. Donc, on a les canaux traditionnels qui ne seront plus euh, vraiment privilégiés. Les agences ou les appels téléphoniques ne vont plus suffire. Il faut maintenant une approche multicanal ou bien omnicanal pour pouvoir satisfaire ces clients-là. Donc, cela va entraîner un changement voilà, un changement dans les pratiques des institutions financières. On va digitaliser les parcours clients. Donc, un onboarding beaucoup plus facilité, c'est-à-dire la relation, l'entrée en relation avec les clients doit être beaucoup plus facilitée, une activation rapide et un support assez réactif. Donc, le rôle du marketing va évoluer pour devenir un marketing d'éducation qui incite à l'engagement et qui travaille à maintenir le client dans l'utilisation des services financiers. Voilà, via les canaux digitaux plutôt que l'interaction physique en agence. Donc, ces clients ont besoin de beaucoup plus de transparence et de sécurité euh, dans l'adoption de ces services parce que ça touche à l'argent et ces gens ont besoin d'être rassurés. Donc, les banques et les services financiers doivent adapter leur processus voilà, pour rester compétitifs. Sinon, ils sont dans un secteur très concurrentiel et ils ont intérêt à alléger, à se rendre beaucoup plus agiles pour faire face à ces nouveaux entrants qui n'ont pas de process lourd et qui arrivent à capter le maximum de parts de marché. Je crois que mon écran s'est figé. Voilà. Donc, pour que tout ce système-là, pour que tous les acteurs de l'écosystème, que ce soit le client, et les entreprises, soit les sociétés de mobile money ou les banques, ou encore les régulateurs puissent ensemble agir sur l'écosystème, il faut qu'un certain nombre de dispositifs soient mis en place. Et donc, nous avons la conformité réglementaire, la cybersécurité et la maîtrise des environnements de traitement et de stockage des données clients. Et donc, la conformité réglementaire va mettre en confiance le client qui sait désormais que en donnant ses données personnelles à la banque ou à l'entreprise de mobile money, il sait que tout le monde ne peut pas avoir accès à ces données-là et ces données ne seront pas volées, il ne sera pas piraté. Et donc, les dispositifs de cybersécurité doivent être assez robustes pour non seulement permettre à l'institution bancaire ou au mobile money de pouvoir traiter les données dans un environnement sécurisé, mais fermer la porte à toutes sortes d'intrusions malveillantes qui peuvent venir d'autres personnes. Et donc, il faut maîtriser l'environnement de traitement et de stockage durant tout le cycle de vie du client. Et donc, de la collecte à la destruction des données, assurer la disponibilité et l'intégrité des données en tout temps et en tout lieu. Voilà, c'est la garantie que les données sont gérées de manière sécurisée et efficace. Donc, pour que vraiment le jeu puisse marcher entre ces différents acteurs-là, il faut un environnement de confiance parce que tout ce qui touche à l'argent doit être suivi avec attention. Donc, comment, quel parcours client il faut définir pour ce type de clients-là? Des clients qui préfèrent rester à la maison et faire leur virement, accéder à leurs différents services plutôt que de venir en agence. Donc, il faut quand même un parcours client euh, en particulier. Donc, nous avons fait une cartographie de ce parcours client-là.
Voilà. Donc, c'est un parcours en 3 étapes, l'avant-souscription, durant la souscription et l'après-souscription. Donc, avant la souscription, la mission de la banque ou de la téléphonie mobile est de faire en sorte que le service soit connu, que la bonne information parvienne aux clients, aux potentiels clients à travers les différents canaux de communication, réseaux sociaux, moteurs de recherche et les recommandations sur les plateformes digitales. Et ça, à ce stade-là, il faut une communication assez claire, attractive et qui rassure les clients. Et donc, une fois que le travail est bien fait à ce niveau-là, on va avoir des clients qui vont prendre le risque, je dis risque parce que c'est un service qu'on ne connaît pas et qui doit gérer notre argent. Donc, on prend le risque euh, d'acquérir le service financier numérique. On va créer son compte. Donc, ici, le process doit être simple, rapide et sans complications, avec des formulaires allégés. On ne va pas donner un formulaire comme on donne généralement dans les banques à un client qui est sur son smartphone et lui demander de renseigner. Donc, on va faciliter la signature électronique et une validation instantanée. On ne va pas lui dire de revenir dans 3 jours pour pouvoir utiliser son compte. Il veut que le compte soit disponible et fonctionnel et séance tenante. Donc, toutes les complexités entraînent un risque d'abandon à ce niveau-là. Donc, après cette phase, nous avons la phase de fidélisation et d'activation. Voilà, le client doit être accompagné de bout en bout pour l'inciter à vraiment utiliser le service parce qu'une chose est d'acquérir le service, mais le plus difficile est d'amener le client à utiliser effectivement ce service-là. Donc, on va utiliser des techniques d'envoi de notifications, des tutoriels, une assistance proactive pour faciliter l'adoption du service financier numérique là par le client qui vient d'embarquer. Et donc, pour cela, pour éviter que, il n'y ait des encombres en chemin, il faut d'abord identifier, au préalable, identifier les points de friction. Voilà, tout motif d'abandon pour le client doit être identifié au préalable et anticiper des solutions pour maximiser les chances d'adoption de ces services-là. Donc, on va éviter les formulaires trop longs, une demande excessive d'informations. On va faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème technique, les applications qui sont souvent lentes et des bugs et des échecs de validation qu'on rencontre beaucoup souvent. Euh, on doit avoir une certaine transparence. Il ne faudrait pas que au moment où on fait la communication sur le service financier, on dise au client que le service est entièrement gratuit et à l'onboarding ou à la création du compte, il se rend compte que c'est vrai, il y a un service minimum qui est gratuit, mais pour accéder à un certain nombre de services, il faut payer. Donc, la communication doit être assez claire au départ. Donc, euh, éviter l'absence d'accompagnement du client pendant son utilisation du service digital. Cela ne veut pas dire qu'on va rencontrer physiquement le client, mais on va faire en sorte qu'il y ait, par exemple, des boîtes de dialogue qui s'affichent et orientent le client au fur et à mesure dans son embarquement dans l'application mobile pour éviter qu'il ne se sente seul, voilà, dans l'utilisation. Donc, également ici, la sécurité revient, la peur de la fraude, l'absence de garantie visible. Donc, on l'a vu beaucoup de fois dans notre environnement, surtout dans le mobile money, beaucoup de cas de fraude où des clients se sont fait arnaquer par des personnes malveillantes. Et donc, quand on a un environnement qui n'est pas trop sûr, ça peut être un motif de rejet pour les clients. Donc, le mobile banking peut être victime de l'expérience que certains clients ont déjà rencontrée avec le mobile money, les services de mobile money. Donc, il faut au préalable identifier ces points-là et puis prévoir des solutions qui vont maximiser les chances d'adoption des services. Donc, pour cela, il est important que les premières impressions
soit positive. Donc, il faut une expérience utilisateur au sein de l'application qui est assez fluide, une application euh, qui présente bien les couleurs où les éléments sont bien agencés à l'intérieur. On n'a pas du mal à retrouver un service donné. Voilà. Les services sont catégorisés de sorte que on puisse les retrouver facilement. Voilà. Donc, pour cela, durant le onboarding, j'ai parlé de tutoriels et interactifs. Voilà, ça existe pour certaines plateformes web, mais pour l'application mobile, ça peut être un peu difficile. Des messages explicatifs, voilà, que dans les champs où on doit renseigner, il y a un aperçu qui donne un exemple de l'information qui doit être renseignée. Nous avons une assistance par chatbot. Voilà, cela est de plus en plus utilisé. Ça permet d'orienter le client, et de réduire le stress lié à la nouveauté. Donc, une activation rapide quand le client voit son compte activé très rapidement, cela peut l'encourager à poursuivre, à exécuter une première transaction, et sinon même à recommander l'application auprès voilà, de son réseau. Et je vais donner un exemple de service financier euh, qu'on retrouve de plus en plus sur les réseaux sociaux, sont les cartes prépayées qu'on peut créer instantanément. Voilà, sans compte bancaire, en fait, tu te connectes, ce sont des cartes virtuelles, tu te connectes, tu peux même choisir la couleur de la carte, quel est le motif en termes de design qu'on veut retrouver sur la carte. Et on peut l'acheter pour soi-même, on peut acheter une carte pour une tierce personne. Donc, pour ce type de service-là, en 10 minutes maximum, tu as le service qui fonctionne très bien et tu peux utiliser ta carte et prépayer pour voilà, acheter les services sur Internet comme tu veux. Donc, face à tout cela, je pense qu'il sied quand même qu'on ait une stratégie d'acquisition, voilà, des clients pour les services financiers numériques. Voilà, parce qu'on ne vend pas un service financier numérique comme on vend un produit de consommation, de grande consommation. On ne vend pas une application mobile comme on vendrait un costume dans une boutique. Voilà, le client, il a acheté le costume, il est parti. Bon, il n'a plus forcément de relation avec la boutique qui lui a vendu le costume. Mais quand on acquiert un service financier digital, il y a une relation durable qui doit se créer. Et le client est tout le temps en interaction avec l'institution bancaire ou la société de mobile money à travers l'application mobile et il doit être assisté de bout en bout. On doit le suivre de près et pour éviter que du jour au lendemain, il n'abandonne. Donc, on va créer un tunnel de conversion pour amener le maximum de clients ou le maximum de prospects à devenir clients et à devenir des clients actifs. Donc, d'abord, le tunnel a une forme décroissante. On aura d'abord la première étape qui est l'awareness, faire connaître le service financier par le maximum de personnes, par le maximum de prospects, à travers des publicités réseaux sociaux, à travers des publicités sur Google Ads ou sur d'autres plateformes comme Microsoft Ads. On va créer du contenu pédagogique, des articles dans les médias en ligne, des vidéos explicatives, ou sinon le sponsoring de podcasts, voilà, et sur l'éducation financière. Donc, ici, à cette étape-là, il s'agit de faire connaître l'application par le maximum de personnes. Et la caractéristique, c'est que vous aurez beaucoup de personnes qui entendront parler du service financier, mais vous aurez encore peut-être, si vous avez beaucoup de chance, peut-être 50% de ces personnes-là qui vont aller chercher à savoir ce que c'est, pour qui ça va susciter de l'intérêt et qui vont évaluer le service. Donc, ils vont, ici, il s'agit de démontrer la valeur ajoutée de l'application bancaire ou de l'application mobile money. Voilà, mettre en avant des témoignages clients, euh, mettre par exemple des simulateurs de crédit ou de rendement d'épargne si le client voit que en épargnant via ce service financier numérique, on a un taux beaucoup plus élevé ou on a une visibilité assez optimale et ça donne plus de chances au service d'aide
adopter. On peut également organiser des webinaires pour expliquer le service quand il s'agit de services qui n'est pas forcément destiné au grand public. Donc, après cette étape, on a l'étape de conversion quand le client est, euh, est convaincu. Après avoir fait ces recherches-là, il va télécharger l'application, mais il va créer son compte. Voilà, donc ici, il s'agit de simplifier voilà, l'adhésion. Et comme on l'a dit, on ne cessera pas de le dire, il faut des formulaires courts. Inscription 100% digitale, bonus de bienvenue, ce sont des exemples qu'on donne. Voilà, des frais gratuits pendant 3 mois. Bon. Mais il faut une assistance en ligne, de chatbot, un conseil, un service de conseil client qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 s'il le faut. Et donc, quand on a respecté toutes ces étapes, on va convertir le client, mais après la conversion, il faut activer le client. Donc, amener le client à réaliser son premier acte d'achat et qui peut être un virement vers un autre compte ou bien un transfert via son application de mobile money vers son oncle qui est au village. Donc, à cette étape-là, il faut des tutoriels post-inscription pour amener le client à, à découvrir les services, des campagnes de bienvenue personnalisées ou des programmes de parrainage. Donc, ici, on va utiliser beaucoup plus de notifications push pour inciter le client à réaliser son premier acte d'achat. Donc, la chance que tout ce processus-là tienne réside dans le fait que le client réalise son premier acte d'achat. S'il l'a fait et que euh, euh, tout se passe sans encombre, non seulement il va être un utilisateur régulier du service financier, mais il va recommander l'application. Voilà pourquoi on parle de programme de parrainage qui consiste, par exemple, à créer des lignes de parrainage pour chaque utilisateur qui va les recommander ensuite à son réseau. Donc, dans la promotion de ces services-là, le choix des canaux est assez important. Et on ne va pas communiquer sur toutes les plateformes à travers tous les canaux de communication parce qu'il s'agit là d'un service financier numérique. Et qui dit service financier numérique dit que c'est un service qui est utilisé avec des outils numériques et sur des plateformes numériques. Donc, on va faire le travail de référencement naturel sur les sites web des services financiers numériques, faire en sorte qu'il y ait beaucoup de backlinks, beaucoup de référencement en termes de liens pour le service financier. Par exemple, quand on parle de mon service numérique dans un média en ligne, et il y a des liens qui vont forcément renvoyer vers la page produit du service financier. Et donc, ça crée une certaine autorité pour le service financier là sur Internet. Donc, pour n'importe qui venant faire une recherche de services financiers numériques sur Internet, il y a plus de chances que ce soit votre service qui est affiché auprès de cet utilisateur-là parce que votre service est assez populaire sur Internet à travers plusieurs plateformes. Donc, on a également la publicité des moteurs de recherche, Search Engine Advertising. Voilà, on peut faire des publicités vidéo, des publicités avec bannière ou la publicité basée sur les mots-clés. Voilà, donc une publicité YouTube où à la fin de la vidéo, Oumarou? maximum 30 secondes hein, pour un bouton d'appel à l'action qui invite le client à cliquer et à télécharger par exemple, ou qui invite le client à cliquer. Vous m'entendez, j'espère? Oui, on vous avait perdu 1, 2 secondes, c'était pour ça que j'étais intervenu, mais c'est bon. Je crois qu'en fait, il y a eu juste un Ok, petit décalage. Je vous en prie, continuez. d'accord. Donc, euh, un bouton qui est télécharger l'application dès aujourd'hui ou bien acheter dès maintenant et bénéficier d'une remise de 10%. Ou bien ça peut être un bouton tout simplement 10% off, voilà, pour faire vraiment court.
qui vont inciter le client à peut-être télécharger dans certains cas et amener le client à utiliser le service dans un second cas selon les types de campagnes qu'on lance. On va également privilégier les campagnes d'influenceurs. Et dans le choix des influenceurs, il faut savoir que on ne choisit pas un influenceur pour adosser notre marque parce qu'il a beaucoup d'abonnés. Il faut choisir l'influenceur en fonction développé par notre marque. Donc, les thématiques abordées par cet influenceur-là, on ne va pas euh, demander à un influenceur qui parle généralement de un, un influenceur coach de vie de parler d'un service financier numérique. Je m'explique. Il peut y avoir des cas où c'est pertinent, mais il peut y avoir des situations où ça n'a aucune pertinence. Dans le cas où ça peut avoir une pertinence, c'est une situation où on veut faire connaître le service par beaucoup de personnes. C'est-à-dire, quand on est à l'étape de l'awareness, de la visibilité, on peut utiliser ces personnes-là parce qu'ils sont connus par beaucoup de gens. Mais en même temps, il faut utiliser des influenceurs qui sont surutilisés par beaucoup de marques. Voilà, dès qu'on voit sa tête, et on pense à telle marque. Pourtant, bon, moi, je veux me positionner. Et c'est comme ça. Il y a des influenceurs, quand on les voit, on voit un produit ou une marque à côté. Donc, évitez d'utiliser ces influenceurs-là. Utilisez des influenceurs qui sont beaucoup plus pertinents. Par exemple, des influenceurs qui traitent de thématiques dans les finances, dans l'investissement boursier, voilà, dans l'éducation financière, ce type d'influenceurs-là, bien qu'ils n'ont pas et qu'ils n'aient pas des, un nombre assez élevé d'abonnés, il peut être un influenceur pertinent et qui draine beaucoup de monde. Il est beaucoup plus crédible. Et donc, après, nous avons les podcasteurs. Voilà, il y a des podcasts spécialisés dans la finance, l'investissement boursier et tout, que la marque peut sponsoriser. On sponsorise cette marque-là, de sorte que durant l'émission, comme ce sont des émissions à forte audience, durant l'émission, euh, le podcast fasse la publicité du produit, mais de façon assez intelligente, qu'on ne sente pas que c'est un placement de produit. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait un lien entre le thème qui est abordé et le service qui est porté ici. Et donc, nous avons l'affiliation, comme j'en parlais tantôt, un utilisateur qui a un lien de parrainage, un code de parrainage qui envoie un autre utilisateur qui l'utilise. Moyennant quelque chose, on peut affecter une valeur monétaire à chaque client onboardé à partir d'un lien de parrainage. Et donc, nous avons également le référencement sur les applications, des applications sur les boutiques d'applications, c'est-à-dire Play Store pour les téléphones Android et App Store pour les téléphones qui tournent sur système iOS. Donc, faire un référencement que les captures d'écran qui sont utilisées pour donner un aperçu du produit soient d'une certaine qualité, mais qui ne pèsent pas lourd. On va également inciter les utilisateurs déjà existants à laisser des commentaires positifs et à évaluer l'application avec peut-être 5 étoiles sur ces plateformes-là. Mais on voit à ce niveau-là plusieurs pratiques, des gens qui ont recours à certaines agences pour faire évaluer l'application par de faux clients, des clients fictifs. Voilà, et cette pratique-là est de plus en plus détectée par ces plateformes-là et ça peut porter préjudice à la visibilité ou au référencement de l'application. Donc, il faut faire ces évaluations-là par des clients réels. Alors, après avoir abordé le point sur les différents canaux de communication à utiliser pour la promotion des services financiers numériques, j'aimerais aborder un élément assez important, c'est la personnalisation et l'automatisation dans les services financiers numériques. C'est très important parce que ça peut être euh, une raison de désamour d'un utilisateur actif si on ne lui fait pas de référence et de relance et qu'il n'a pas l'impression qu'on lui propose des services dont il a besoin au moment où il pense à ça. Donc, on va maximiser la personnalisation et l'automatisation. Donc, on a une pratique où
qu'on appelle le Continuous Product Design, qui est un process qu'on utilise dans le développement des services financiers numériques en particulier pour délivrer des produits euh, assez light à des clients, mais aussi continuer le développement en fonction de l'interaction que les clients ont avec l'application. Donc, on va anticiper les besoins des clients et détecter automatiquement certains comportements et certaines intentions dans l'application. Quand il y a des crashs, il faut qu'on intervienne en temps. Et quantifier l'expérience du client euh, et son impact à grande échelle. On a la possibilité des outils pour ça, pour ressortir un certain nombre d'insights et les analyser pour voir quelles sont les opportunités de développement de nouveaux services au sein de l'application qui peuvent être faits. Donc, toutes les équipes de l'institution ou de l'entreprise doivent être orientées client. Donc, prioriser la valeur ajoutée pour le client. On ne va pas développer des services superflus qui vont surcharger l'application. Pourtant, on aurait pu développer un service et très utile pour les clients. Donc, à ce niveau, on a plusieurs outils qui peuvent être utilisés. Voilà, j'ai mis ensemble plusieurs outils de Google, euh, mais il existe plusieurs autres outils d'autres sociétés qui peuvent être utilisés. Donc, nous avons Google Ads, qui est un outil de publicité, c'est comme une régie publicitaire de Google. Donc, c'est cette plateforme-là qu'on va utiliser pour lancer les publicités display, c'est-à-dire les publicités avec bannière qui s'affichent quand vous jouez à votre jeu préféré. La publicité vidéo, la publicité basée sur les mots-clés. Donc, on va utiliser cet outil-là. Pour Google Analytics, c'est un outil qui permet d'analyser les données d'audience, les données d'utilisation dans l'application mobile ou la version web du service financier numérique. Donc, à ce niveau-là, on a un outil qui permet de euh, comparer l'utilisation, que ce soit sur le web ou sur l'application mobile. Quel est le comportement du client, à quel parcours, à quelle étape il s'arrête dans le parcours au sein de l'application, quelle a été cette difficulté. Donc, on peut ressortir ces données agrégées là pour euh, voir quelles sont les difficultés et quelles sont les opportunités de correction qui se présentent. Google Firebase, c'est une application que j'ai eu la chance d'utiliser dans un autre contexte. Vous avez la possibilité de suivre en temps réel et l'activité au sein de l'application mobile. Voilà. Mais cet outil-là permet également de faire une sorte de publicité dans l'application. Vous avez les cloud messaging ou les in-app messaging. Les cloud messaging sont les notifications push, comme ce qu'on reçoit avec WhatsApp. Le client reçoit des notifications de relance et vous avez commencé euh, à créer, je prends un exemple, pour une application euh, pour une application bancaire, le client pour faire un virement vers un autre compte a d'abord besoin de créer un bénéficiaire. Donc, il commence la création du bénéficiaire et en temps, bon, il a un problème de connexion ou bien il a un autre souci qui le détourne de l'application et il s'arrête là. Mais après, s'il y a une notification qui le relance, qui lui dit, vous aviez commencé la création d'un bénéficiaire, vous pouvez maintenant poursuivre. Le client vient, il poursuit le processus et ça donne plus de chances au client d'aller au bout de son parcours. Donc, avec les in-app messaging, on a la possibilité dans le parcours, pendant que le client est dans l'application en train de parcourir, que selon la pertinence et l'étape où se trouve le client, qu'il y a une bannière publicitaire qui s'affiche pour lui proposer un service, par exemple. Mais que cette astuce publicitaire-là ne soit pas utilisée de façon abusive. Sinon, ça peut euh, très rapidement embêter les utilisateurs. Je constate cela à travers un service de mobile money, une application sur le marché. Voilà, il faut étudier le moment. Et la publicité ne doit pas être affichée n'importe comment. Il faut que ça ait une pertinence en fonction de l'étape où se trouve l'utilisateur et son historique d'utilisation de l'application. Donc, on va utiliser cet outil-là pour améliorer
la rétention, mais c'est un outil également qui permet euh, d'étudier les crashs. Voilà, à un moment donné, quand l'application est down, on a la possibilité d'être alerté rapidement et voir quelle est la mesure corrective. Donc, dans cet outil, également, il est possible de faire une publicité uniquement pour les gens du Burkina Faso ou bien faire une application, une publicité pour les clients du Togo en fonction du pays qu'on veut cibler. Et on a la possibilité de faire en fonction du système d'exploitation du terminal sur lequel tourne l'application. On peut désirer faire une publicité à l'endroit des utilisateurs d'Android ou à l'endroit des utilisateurs de iPhone, voilà, ou à l'endroit de ceux qui sont sur le web. Looker Studio, c'est un outil de visualisation de données et de reporting. Donc, c'est un outil qui peut happer toutes les données des trois plateformes que j'ai citées précédemment pour faire des tableaux de bord assez clairs qui va permettre aux décideurs de pouvoir orienter leurs choix stratégiques parce que les données d'utilisation des clients avec une certaine quantité peut être très difficile à analyser. Et avec Looker Studio, on a la possibilité de faire des agrégations et de sortir des insights qui vont orienter les choix stratégiques des décideurs. Donc, que je vous donne un cas pour que chacune de ces plateformes-là, chacun de ces outils puisse mieux fonctionner. Il faut que chacun de ces outils ait ce qu'on appelle un tag qui sera logé dans le code source de l'application mobile ou de l'application web du service. Donc, si on a, par exemple, 5 applications à, à installer sur chacune des plateformes, on peut très vite se retrouver avec des tags avec lesquels on ne s'en sort pas. Ce sont des bouts de code et les codes informatiques sont complètement incompréhensibles, sauf par des machines ou par des développeurs web. Donc, on peut, imaginons, vous prenez un consultant qui vous fait le travail, il vous installe les tags, et 2 mois après, vous n'êtes plus en contrat avec ce consultant et vous avez affaire à un autre consultant qui vient et il est embrouillé, il ne se retrouve pas. Donc, vous pouvez très vite avoir des difficultés à poursuivre votre activité. Mais avec Google Tag Manager, vous avez la possibilité de rassembler ou de réunir tous les tags de tous ces outils-là à un seul endroit et de générer un seul tag qui va être installé sur chacune des plateformes, que ce soit la version Android, la version iOS de votre service financier numérique et faire en sorte que tous ces services-là, euh, tous ces services analytiques et de monitoring de votre service financier numérique puissent tourner constamment. Et donc, ainsi prend fin la première partie de notre échange. Merci pour votre attention. Je reste disponible pour les questions qui viendront être posées. Merci beaucoup. Merci Oumarou, merci pour cette très riche communication au cours de cette masterclass. Je crois que vous avez appris énormément de choses et je crois que par moi-même, vous avez anticipé certaines questions. Voilà. Nous avions normalement prévu une communication d'environ une trentaine de minutes. Vous avez été largement au-delà, mais ça a permis quand même de pouvoir évacuer un certain nombre de questions que nous avons identifiées. Alors, avant de remonter pour les dernières minutes qui nous restent pour cette masterclass, avant de remonter les questions de nos chers participants, j'aimerais peut-être vous poser une question concernant la conformité réglementaire sur laquelle vous êtes longuement revenu. Alors, ma question serait de savoir comment vous procédez vraiment à cet arbitrage entre conformité réglementaire, qui généralement, euh, cette conformité, il y a quand même pas mal des exigences importantes du régulateur, mais comment vous faites l'arbitrage entre cette conformité réglementaire et les attentes des nouveaux clients en termes de simplicité et aussi de rapidité? D'accord. Je pense qu'on va procéder question par question, hein, je crois. Oui, c'est une seule question. Quel est l'arbitrage D'accord. entre conformité réglementaire et cette attente des clients en termes
disons, de souplesse, de simplicité, de rapidité dans l'exécution des transactions. D'accord, merci pour cette question. Moi, je pense que pour toutes les activités, il y a une régulation qui est faite par des entités bien précises, des entités de contrôle, mais la régulation est beaucoup plus accentuée dans les services financiers. Et donc, que ce soit les banques ou que ce soit les sociétés de mobile money n'échappent pas à ces exigences-là. Donc, il y a des informations qu'il faut forcément collecter et, lors de l'entrée en relation, à l'ouverture de compte et, en banque ou l'entrée en relation pour les autres services financiers. Donc, pour, pour que on puisse respecter l'exigence réglementaire de la collecte d'un certain nombre d'informations et respecter à la fois l'exigence de formulaire assez court pour faciliter l'onboarding des clients, je crois, euh, on peut procéder step by step. On peut faire différer et segmenter la collecte des informations. C'est le cas où on peut, par exemple, juste prendre l'identité de l'utilisateur et son adresse mail pendant l'entrée en relation et lui permettre d'avoir accès à un certain nombre de services. Dans un premier temps, consultation de solde et effectuer un virement d'un certain montant, d'un petit montant. Et maintenant, quand le client voudra accéder à des services dont l'implication en termes de risque est assez élevée, on lui exige les autres types d'informations qu'il doit renseigner. Mais pour cela, il y a des technologies qui facilitent la collecte des informations. On n'a pas besoin de lui donner forcément un long formulaire pour qu'il remplisse. On a la possibilité d'utiliser la technologie de vérification de l'identité par scan de la pièce d'identité, par exemple. Donc, vous avez euh, pour les smartphones, vous avez la possibilité de photographier votre photo, votre euh, pièce d'identité et la technologie derrière récupère les informations et les renseigne automatiquement sans que vous n'ayez à le faire vous-même. Vous avez la certification également, la certification vidéo, où l'application vous demande de vous filmer pour qu'on puisse confirmer, on puisse vous avoir en visuel, confirmer que c'est une personne réelle qui est en train d'ouvrir le compte ou bien qui est en train d'accéder aux services financiers. Et donc, il y a un autre élément qui peut faciliter, c'est l'API de connexion entre les services financiers et la base de données de la population qui est hébergée auprès du gouvernement. C'est vrai, dans nos pays, on n'a pas, ces services-là ne sont pas très développés, mais de plus en plus, je crois, il y a un projet même à l'échelle de l'Union européenne, de l'Union africaine qui facilite cet aspect-là. Et donc, on aura la possibilité de relier les services financiers numériques à ces bases de données-là afin de confronter les données qui sont fournies par le client et les données qui sont hébergées au niveau du gouvernement pour rendre beaucoup plus fiables et les données qui sont renseignées. Donc, on a là une facilitation de l'onboarding par la rapidité dans l'embarquement et le caractère court des formulaires et puis différer par la suite ce qu'on peut faire pour atteindre l'objectif réglementaire. Merci, Oumarou. J'avais une autre question, mais je vais peut-être remonter la question d'un participant, en l'occurrence Monsieur Issouzane. Voilà, donc Ok. je crois qu'il est président de l'incubateur Viva Innova. D'accord. Donc d'abord, il vous félicite pour cette brillante communication et je le rejoins parfaitement. Et ce qu'il souhaiterait savoir, c'est comment l'intelligence artificielle peut améliorer la personnalisation des services financiers digitaux dans la perspective de pouvoir fidéliser le client. Déjà, il faut dire que tous les outils que nous avons vus lors de la présentation sont des outils qui tournent à minima avec de l'intelligence artificielle embarquée. Voilà, mais sa question est assez pertinente parce que nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle peut aider à faire beaucoup de choses ou à faciliter beaucoup de choses dans les services financiers numériques. Vous avez dans le secteur bancaire ou le secteur financier
les crédits scoring. Le crédit scoring digital que certaines sociétés développent et les mettent à disposition des sociétés de services financiers numériques. Vous avez là un outil qui analyse l'historique du client dans l'institution financière, dans la banque, et a même la possibilité dans certains environnements comme en Europe d'analyser l'historique financier du client dans d'autres banques, dans d'autres institutions financières et de dégager, de sortir des conclusions et statuer sur la solvabilité du client en fonction de son expérience financière passée. Et l'intelligence artificielle, comme je viens de le dire, la technologie qui permet d'onboarder le client à travers le scan de la pièce d'identité sont tous des technologies qui tournent autour avec intelligence artificielle. Et donc, l'intelligence artificielle peut beaucoup aider dans l'analyse des données d'utilisation du client afin de lui rappeler à quel moment il doit passer à telle action. Je donne un exemple. Un client qui, dans l'application, a initié ce qu'on appelle un virement permanent vers un autre compte ou bien un virement permanent vers un compte de paiement de son loyer. Mais il se trouve que euh, ce virement-là se fait chaque 25 du mois. Mais il se trouve que le 25 du mois, le client n'a pas suffisamment de provisions dans son compte pour pouvoir faire le virement. Et donc, si on laisse le processus continuer, le virement ne sera pas fait et le client sera facturé pour un virement permanent qui n'a pas été exécuté parce qu'il y a des frais qui sont appliqués à ce type de service-là dans certains secteurs. Et donc, on peut avoir un client qui peut être fâché. On va fâcher un client parce qu'on n'a pas su anticiper euh, son besoin. Mais avec l'intelligence artificielle, on a la possibilité de détecter ce besoin-là à temps et de lui envoyer peut-être une notification pour lui dire, vous avez la possibilité, on sait que vous avez un virement permanent qui doit aller vers tel compte pour le paiement de votre loyer, mais il se trouve que vous n'avez pas suffisamment de provisions dans votre compte. On a la possibilité de vous donner un découvert qui vous permet d'honorer cet engagement-là. Et là, on a un client qui peut être très satisfait parce qu'on lui a proposé un découvert avec un taux assez réduit et il règle son problème, mais en même temps, il est content parce qu'il a désormais une solution qui peut lui rappeler de temps en temps quand il a oublié de réaliser certaines tâches dans son application mobile. Je ne sais pas si je réponds clairement à la question de monsieur. De M. Van. Oui, je pense. Alors, nous avons encore plusieurs participants qui ont les mains levées. Nous allons essayer de prendre deux. En fait, je voudrais rappeler quand même que nous sommes, dans la plupart de nos pays, nous sommes à l'heure de pause, ce qui fait que, voilà, nous ne pouvons pas excéder une certaine durée. Donc, ce que nous allons faire, nous allons nous donner un grand maximum de 10 minutes, voilà, pour pouvoir terminer cette masterclass. Donc, je vais activer le micro de Monsieur Ange-Michel Traoré et ensuite de Priva Belem. Si Priva Belem n'est plus là, je donnerai la parole à Papa Tete Diadou. Donc, Monsieur Ange-Michel, vous avez la parole, s'il vous plaît. Allô? Oui, nous vous recevons, Monsieur Ange-Michel. Ok, bonjour à tous. Je suis Traoré Ange Michel Abraham, étudiant en assurance banque finance à l'Université Nazi Boni UIT. Ok, ma question c'est parmi les outils analytiques, Google Ads, parmi les outils analytiques que le conférencier a cités, pour un amateur, quelles sont les astuces pour mieux les maîtriser afin de faire les campagnes publicitaires? OK, merci. Euh, Oumarou, vous avez noté cette question. Nous allons prendre la deuxième qui est celle de est-ce que Madame Priva est toujours connectée? Je ne vois plus votre main levée. Je ne vois plus votre main levée. Sinon, oui, Madame Priva a toujours la main levée. Donc, j'active votre micro. Vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît, madame. Allô?
Ah, c'est monsieur. Allô? Oui, nous vous écoutons. Posez votre D'accord. question, posez votre question OK. et ensuite, Merci beaucoup pour la parole et merci aussi à M. Sanan pour cette belle présentation qui nous a permis de découvrir beaucoup de facettes des services financiers digitaux. Moi, j'ai deux petites questions en fait. La première question, par exemple, par rapport au contexte du Burkina Faso et plus spécifiquement au mobile banking, comment faire concrètement pour engager durablement des clients quand on sait que il y a souvent des problèmes de connectivité dans les zones rurales? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, quels sont les leviers qu'il faut activer pour améliorer l'adoption des services financiers digitaux dans un contexte comme le Burkina Faso? Donc, c'est les deux questions que j'avais. merci, monsieur Bellet. Donc, Omarou, je voudrais vous donner, s'il vous plaît, 5 minutes pour pouvoir essayer. Je sais que je vous demande presque l'impossible, pour pouvoir essayer d'adresser en fait l'ensemble de ces questions, s'il vous plaît. Je vous remercie. D'accord, merci bien. Euh, la première question, quel outil analytique pour les débutants dans le pilotage des services financiers numériques? Ou bien comment faire? Euh, tous les outils, je crois, sont bons pour le monitoring, ces outils analytiques qu'on a cités, pour le monitoring des services financiers numériques. Et tous ces outils-là euh, sont des outils Google. Google met à votre disposition des formations pour pouvoir prendre en main ces outils. Donc, il y a des formations où il y a des environnements qui sont créés pour vous permettre d'apprendre comme si vous pilotiez réellement des plateformes web ou des applications mobiles. Euh, ça vous permet d'être dans un environnement réel et de pouvoir mieux apprendre. Donc, mais je ne recommanderais pas particulièrement une application ou un outil analytique en particulier parce que, bon, Vous dites ça. les outils ont leurs particularités et en fonction du besoin, on peut privilégier un outil ou un autre. Alors, la deuxième question, comment gérer la connectivité? Comment engager les clients dans un environnement où la connectivité peut être assez médiocre dans certaines zones rurales. Voilà, je pense qu'il faut faire le mix technologique à ce niveau-là. Dans les zones où la connectivité est assez bonne, où on a une très bonne connectivité, on peut privilégier l'application mobile. Mais dans les zones rurales où on sait qu'on a une connectivité qui est assez faible, on peut privilégier d'autres technologies comme l'USSD, voilà, étoile 300 ou 00 dièse, voilà, pour accéder aux services financiers. Je sais qu'avec le mobile money, c'est effectif, mais avec le mobile banking, ce n'est pas encore le cas. Mais ce sont des choses. Mais c'est lié, par exemple, au fait que dans les banques, et la clientèle principale n'est pas une clientèle en milieu rural. Ce sont généralement des urbains qui n'ont pas forcément de problème de connectivité. Donc, voilà pourquoi les tenants de mobile banking n'ont pas forcément intérêt à investir dans des technologies qui vont adresser des clients qu'ils n'ont pas. Donc, mais dans le mobile money, c'est une réalité. On a l'USSD qui est utilisé, on a également l'application mobile. Mais ce qu'on peut déplorer à ce niveau-là, c'est la fragmentation entre la technologie USSD et l'application mobile. Vous avez un manque de synchronisation des données ou de l'interaction. Je veux faire un transfert avec un mobile money, je fais étoile, quelque chose, et j'envoie l'argent. Et après, j'ai le réseau, j'ai la connexion, je regarde dans l'application mobile et je ne vois pas la transaction que je viens de réaliser à travers USSD. Donc, s'il y a une fragmentation des environnements d'interaction du client, il peut avoir un problème. Parce que si je veux bien suivre mon historique, il faudrait que, quelle que soit la technologie que j'ai utilisée, que ce soit application mobile ou USSD, que j'ai utilisé pour réaliser ma tâche ou réaliser le service, que j'ai la possibilité de retrouver le données, la donnée dans l'application mobile ou sur l'environnement que j'utilise. Et il y a également la possibilité de retrouver la donnée en fonction de la durée.
Voilà, vous avez, dans le mobile money, on n'a pas la possibilité de retrouver les transactions qu'on a effectuées il y a 3 ans, par exemple. Donc, pourtant, le client doit avoir la possibilité de retrouver toutes ces données-là. Et donc, il faut lui donner la chance de, de pouvoir synchroniser ces données, quelle que soit la porte d'entrée. Ben, nous arrivons au terme de cette masterclass. Je voudrais très sincèrement remercier notre speaker, Monsieur Oumarou Sana, qui est un cadre de banque, donc qui a longuement développé cette thématique marketing des services financiers digitaux, conquérir, engager et fidéliser le client connecté. Donc, je crois que nous en savons aujourd'hui beaucoup plus sur quels sont d'abord les enjeux en fait du marketing digital pour les institutions financières, comprendre les besoins des clients, comprendre un tout petit peu comment fonctionne le parcours, comment en fait on conçoit en fait un parcours client. Donc, je voudrais très sincèrement remercier au nom de Digital Frontier Institute et de l'ensemble des participants, remercier Monsieur Oumarou Sana qui a pris quand même pas mal de temps pour nous concevoir cette belle communication. J'espère pouvoir retrouver nos chers participants au cours du mois de décembre pour le dernier webinaire ou la dernière masterclass de l'année. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir.